Qui au monde est capable d'assister à ses propres funérailles? Une question rhétorique. Personne n'attendait de réponse. La jeune fille était immobile. Ses longs cheveux blonds encadraient son visage paisible. Ses yeux étaient clos. Rien ne venait troubler la paix de son corps. Une silhouette féminine solitaire, vêtue d'une robe sombre, se tenait immobile près du cercueil. Les arbres bruissaient autour d'elle. La jeune fille se croyait vraiment morte. Morte. La brune pensa qu'il s'agissait d'une simple plaisanterie divine. La jeune fille joignit ses mains gantées de noir devant elle, dans un geste de prière. La majestueuse demeure se dressait sur le ciel bleu. Les hautes fenêtres brillaient au soleil. Soudain, une toux sourde rompit le silence. La servante mécontente posa les mains sur ses hanches. La jeune fille se plaignit à son Altesse. Elle demanda à la blonde assise dans son lit de boire de l'eau avec plus de prudence. La servante expira bruyamment. Elle était irritée. Son Altesse ne supportait même pas l'eau. Elle se demandait comment elle allait pouvoir manger. L'unique archiduchesse de l'Empire de Ronta, Adrienne Swan Trobica, joignit nerveusement les mains devant elle. En bégayant, la blonde dit timidement qu'elle pouvait manger. La servante répondit grossièrement qu'elle s'en fichait. Sans aucun respect, la jeune fille arracha brusquement le verre d'eau des mains tremblantes de l'archiduchesse. La servante était sûre qu'Adrienne ne pourrait rien manger de toute façon. Alors pourquoi ne pas simplement sauter le repas? Son Altesse suggéra timidement que si ce n'était que du bouillon, elle ne termina pas. La servante l'interrompit brutalement. Elle lui rappela qu'Adrienne avait déjà tout renversé la dernière fois, à tel point qu'elle avait dû jeter ses vêtements et tout le linge de lit. La servante répondit alors avec colère que c'était impossible, car elle avait du mal à se laver. La jeune fille à l'air maladif et aux cheveux ébouriffés ne dit rien. Une larme coula sur son visage pâle, perçant ses immenses yeux verts. C'était l'archiduchesse Trobica, une jeune fille connue de tous dans l'Empire pour sa mauvaise santé. Dès qu'Adrienne fit ses débuts dans la haute société, l'archiduc la remarqua et l'épousa immédiatement. Le corps de l'archiduchesse, déjà très faible, empirait de jour en jour. La jeune fille ne put même pas profiter de sa lune de miel. Elle se sentit de plus en plus seule. L'archiduc était complètement absorbé par la tâche que l'empereur lui avait confiée. Adrienne en souffrait. Les cadeaux de l'archiduc arrivaient régulièrement. Mais lui-même n'était pas là. La jeune fille décida d'interroger les domestiques au sujet de son mari. Le serviteur répondit que bien que l'archiduc soit revenu dans la capitale, Sa Majesté lui avait ordonné de se rendre immédiatement au palais. Adrienne demanda avec tristesse dans la voix si son mari ne pourrait pas venir au domaine. Le serviteur s'inclina respectueusement. Il répondit à la dame qu'après l'audience avec l'empereur, une réunion était également prévue. Le majordome demanda poliment à l'archiduchesse s'il devait transmettre une demande à son maître pour rester dans la capitale pendant une journée. Adrienne toussa violemment. La jeune fille porta nerveusement un mouchoir blanc à ses lèvres. D'une voix étranglée, elle demanda à Zimsker de s'en occuper. L'archiduchesse regrettait terriblement son mari. Elle n'avait pas peur de l'admettre. Tard dans la nuit, Adriana, endormie, sentit le contact le plus tendre de son mari sur ses cheveux. La jeune fille se réveilla instantanément et ouvrit ses yeux verts. Mais elle essaya de ne pas bouger. Notre héroïne appréciait la proximité de son mari. L'homme aux cheveux noirs remarqua que sa femme s'était réveillée. Il retira aussitôt sa main. L'archiduc Noébian de Trobica était contrarié. Après tout, il ne voulait pas réveiller sa femme. Adrienne s'assit dans son lit. Elle demanda à son mari quand il viendrait. Elle lui reprocha de ne pas avoir exaucé son souhait. Après tout, elle lui avait demandé de la réveiller à l'arrivée de Noé. La brune toucha doucement le visage pâle de sa femme. L'homme dit doucement qu'il venait d'arriver. Noébian serra la jeune fille contre sa poitrine. L'archiduchesse ferma les yeux. La jeune fille savoura l'étreinte et les battements de cœur de son mari. Elle admit discrètement qu'il lui manquait. L'homme tira Adrienne plus près de lui caressant doucement les cheveux et lui avouant qu'elle lui manquait aussi. Les yeux bleus perçants de la brune fixaient le vide. Noébian répéta ses aveux. Sa femme lui manquait terriblement. L'archiduc dit pensivement que les courtisans étaient très inquiets à son sujet. Après avoir pris sa femme dans ses bras, il lui demanda avec anxiété si elle avait pris tous les médicaments. Adrienne, hésitante, confirma que, bien sûr, elle les avait pris. Le brun serra tendrement sa femme dans ses bras. Il lui rappela qu'il le lui répétait à chaque fois. Il lui demanda de ne s'inquiéter de rien. La jeune fille appréciait la proximité de son mari. Elle demanda timidement combien de temps encore elle devrait rester allongée ainsi. Noébian rappela que, de toute façon, tout le monde dans l'Empire savait déjà que sa femme était fragile. Il affirma que les gens étaient plus généreux qu'Adrienne ne le pensait. L'archiduchesse se demandait si c'était vrai. Elle savait pertinemment que même dans cette maison,
On la considérait comme inutile. Alors la fille ne croyait pas que c'était possible, que les gens à l'extérieur de cette maison étaient polis et compréhensifs. Chacun des époux pensait à son propre sort. Les jeunes gens restaient silencieux. La douleur se figeait dans leurs yeux. L'archiduc a rappelé que si quelqu'un essayait d'offenser sa femme, il lui trancherait immédiatement la gorge. Adrienne ferma les yeux. La jeune fille pensa que si seulement elle pouvait faire quelque chose pour son mari, c'était une nuit où l'archiduchesse ne voulait pas s'endormir. La chambre résonnait de doux sons. Adrienne aimait la berceuse que son mari fredonnait doucement, et ses douces caresses étaient chaleureuses. Le couple était allongé dans un immense lit, et pour une raison inconnue, la jeune fille avait l'impression que c'était la dernière fois qu'elle vivrait une telle expérience. Des cris stridents rompirent le silence de la nuit. Le manoir s'illumina de toutes ses fenêtres. Quelqu'un exigea d'appeler un médecin rapidement. Ils se tournèrent vers son Altesse avec anxiété. Adrienne était assise sur le sol en marbre froid. Seuses mains étaient tachées de sang. Il y avait aussi des traces de sang sur le sol clair. Plusieurs servantes s'activaient autour de l'archiduchesse. Les filles exigeaient que la servante apporte rapidement les médicaments. Adrienne porta le mouchoir autrefois blanc comme neige à son visage. Il était maintenant tout taché de sang. La jeune fille pensa qu'elle n'aurait pas dû penser ainsi. Les servantes insistèrent pour que leur maîtresse prenne des médicaments. Elles promirent que cela arrêterait l'hémorragie. Cette fois, en effet, fut la dernière. L'une des servantes tenta d'enivrer sa maîtresse. Les deux autres soutinrent l'archiduchesse. Des gouttes de sueur froide se mêlaient à des larmes amères sur le visage de la jeune fille. Soudain, du sang se mit à couler de sa gorge. Adrienne avait du mal à respirer. L'archiduchesse implora son aide. La jeune fille semblait se noyer dans les profondeurs obscures de la mer. Les dernières pensées de la malheureuse furent pour Noé. Elle demanda pardon à son mari. La jeune fille reprit lentement ses esprits. Elle essaya d'ouvrir les yeux avec difficulté. Elle pensa avec horreur qu'elle avait vraiment rêvé de tout cela. Allongée dans son lit, Adrienne émettait des murmures étouffés et des sons indistincts. Une voix se fit entendre non loin. La femme inconnue dit avec mécontentement que peu importe ce que la fille dirait maintenant, elle devrait quand même y aller. Adrienne se concentra sur ses sensations et pensa à la légèreté de sa tête aujourd'hui. Et le corps aussi. La voix féminine continuait à demander avec mécontentement si la dame l'écoutait. La fille se redressa brusquement dans son lit. Elle regarda la femme avec surprise. Elle pensait que c'était Annie. La servante regarda sa maîtresse avec surprise. L'archiduchesse demanda à Annie quand elle était devenue si vieille. Puis elle demanda s'il était possible que cette personne soit sa nouvelle servante. D'une voix aiguë, la servante demanda à la jeune fille avec mécontentement « Qui diable était cette Annie ?» La femme répondit aussitôt que ce n'était pas important. Elle demanda si sa maîtresse allait y aller. La jeune fille demanda timidement où. La servante répondit « À l'enterrement ». L'homme sévère déclara que l'archiduchesse était décédée. À la connaissance d'Adrienne, il n'y avait qu'une seule archiduchesse dans l'Empire. Touchant brusquement ses boucles noires, la beauté aux yeux verts se souvint de son corps fragile d'autrefois. Elle pensa avec horreur. Est-elle vraiment morte? Journaux et magazines rivalisaient d'enthousiasme pour publier des articles sur la défunte archiduchesse. Certaines publications relataient les exploits et les scandales de la vie de la défunte. La brune fixait le vide, perplexe. Elle ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Le manoir en briques blanches se détachait sur un ciel bleu éclatant. La femme de chambre raconta que le duc Trobic lui avait demandé si elle souhaitait assister aux funérailles. La brune demanda à nouveau si son mari lui avait vraiment posé cette question. La servante ricana avec mépris. La femme lui rappela qu'il n'était pas encore le mari de sa maîtresse. La servante annonça que l'archiduchesse était décédée. Elle fit remarquer qu'il aurait été intéressant que sa maîtresse, qui avait été sa maîtresse, soit à sa place. Les yeux verts de la brune s'écarquillèrent devant cette information choquante. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Soudain, quelque chose a cliqué dans sa tête, et elle a vu, comme de l'extérieur, les derniers instants de sa vie passée. La fille y réfléchit. Elle se demanda si c'était vraiment des souvenirs, et pas seulement un cauchemar. La brune tituba et se saisit la tête de la main droite. La jeune fille réussit à s'appuyer sur le dossier de la chaise avec sa main gauche pour ne pas tomber. Elle gémit bruyamment. La servante posa les mains sur ses hanches. La femme lui rappela que les funérailles auraient lieu plus tard dans la soirée. Elle remarqua que sa maîtresse avait besoin de manger. Elle regarda attentivement la fille et dit qu'elle aussi avait besoin de dormir. La brune fixait son reflet dans le miroir. La jeune femme était perplexe. Est-elle morte dans un cauchemar? Et s'est-elle réincarnée en la maîtresse avec qui sortait son mari? La table était garnie de plats variés, dressés pour le dîner.
Les arômes flottaient dans l'air et chatouillaient les narines. La brune pensa que ça devait être délicieux. La jeune fille essaya de se rappeler depuis combien de temps elle avait faim. La servante observa attentivement la maîtresse. Elle lui demanda si la jeune fille n'avait pas d'appétit. La brune se redressa. Elle dit qu'elle était prête à manger. Soudain, elle regarda la servante et lui demanda son nom. La servante fixa sa maîtresse avec surprise. La femme demanda sans ménagement si la dame était devenue folle. La dame trouva cela insultant. Assise à table, la servante raconta que la maîtresse se comportait bizarrement ces derniers jours. Elle riait et pleurait sans raison. Après une conversation plus approfondie, la brune apprit qu'il s'agissait du corps de l'épouse du comte Acacia, Acacia Vlie. Elle se souvint avoir connu Acacia. Le vieux comte Acacia était un vassal du duc. Mais cet homme n'occupait pas un poste élevé. Notre héroïne savait que le comte avait épousé une jeune fille, mais elle n'avait pas pu venir au mariage pour cause de maladie. La jeune femme pensa tristement qu'elle et la comtesse se ressemblaient. Et elle en fut profondément désolée. Regardant sa maîtresse, la servante dit qu'en général, si la dame décidait de devenir folle, il fallait la laisser partir. La brune regarda la servante avec surprise. La femme remarqua que sa maîtresse avait faim. Elle décida d'apporter plus de nourriture. La brune y réfléchit. La jeune fille comprit que si elle disait être duchesse, elle risquait d'avoir des ennuis. En regardant l'assiette vide devant elle, la fille essaya de se rappeler depuis combien de temps elle n'avait pas mangé. Souriant de contentement et fermant les yeux de plaisir, la brune se laissa aller dans son fauteuil. Elle constata avec joie que son corps était désormais en bonne santé. Soudain, une voix masculine rompit le silence. Un jeune homme entra et salua la dame. La jeune fille remarqua qu'il s'agissait d'un domestique du manoir du duc. Le serviteur voulait savoir quoi dire à l'archiduc. Il souhaitait savoir si la dame assisterait aux funérailles de la duchesse. Ses yeux verts brillèrent. Notre héroïne comprit que cette Vlie était la maîtresse de son mari. La jeune fille répondit qu'elle y réfléchirait. Les servantes curieuses observèrent leur maîtresse à travers la porte entr'ouverte. Elles étaient surprises de la voir lire un journal. L'une des servantes espérait qu'il s'agissait d'un catalogue. Cela conviendrait mieux à leur dame. Les filles chuchotaient entre elles. L'une des servantes remarqua que c'était la première fois qu'elle voyait la dame aussi calme. La deuxième la soutint. Soudain, la femme de chambre s'approcha d'elle. Elle les arracha à la surveillance de leur maîtresse et leur ordonna d'aller travailler. Les filles s'excusèrent et s'enfuirent. Marge ferma la porte de l'appartement et entendit sa maîtresse l'appeler. La femme sursauta à cette voix. Elle pensait que la dame allait à nouveau lui poser d'étranges questions. La servante se souvenait des questions du jour. Elle voulait savoir si Marge était sa nounou, où se trouvait le comte Acacia, et quel était son nom. Marge demanda à la dame de quoi elle voulait parler. Elle fit remarquer que bientôt tout le monde prendrait sa maîtresse pour une folle. La brune leva ses yeux verts vers la servante. Regardant Marge droit dans les yeux, la jeune fille lui demanda si elle était vraiment l'amante de Noébian Trobic. La servante fut surprise. Elle se pencha vers sa maîtresse et lui demanda si elle allait vraiment dire la vérité. La brune ne comprenait pas quelle vérité elle devait dire. Marge murmura à l'oreille de la dame qu'elle s'attendait à entendre la vérité sur ses relations avec l'archiduc. Notre héroïne lui demanda si c'était bien vrai. La servante admit que la dame avait toujours été intéressée par l'archiduc. Marge conclut que, dans ce cas, il n'y avait qu'une seule explication. La dame était sa maîtresse. La brune se figea, stupéfaite. Elle n'en revenait pas. Marge lui rappela que la dame avait reçu des bijoux et des robes en cadeau de l'archiduc. La femme croisa les bras sur sa poitrine et exigea que la dame ne cache plus rien et dise la vérité. Marge demanda à la dame si le comte la laisserait partir maintenant. Après tout, il n'avait plus eu de relation depuis longtemps. La brune réfléchit un instant. Elle soupira tristement et murmura doucement que la servante l'ignorait également. La jeune fille était contrariée que personne ici ne puisse lui donner de réponse précise. Elle se leva brusquement de son siège. La brune décida d'accepter l'invitation à l'enterrement en premier. Elle pourrait y voir Noébian. Vêtue d'une tenue de deuil, notre héroïne descendit lentement l'escalier de marbre. La jeune fille remarqua que tout le monde était si gentil avec elle. Elle se demanda à quoi ressemblait Vlie Acacia. Marge appela la dame, l'informant que la voiture l'attendait. La jeune fille se dirigea vers la voiture. Assise dans la voiture, la brune se dit qu'ils se ressemblaient. La jeune fille observa son reflet dans la glace. Celui qui était là était en pleine forme. Notre héroïne a soudain pensé que son mari avait une maîtresse. Elle a trouvé ça drôle. La fille se demandait si ce Vlie avait vraiment une relation avec son mari. Elle ne voulait pas y croire. Elle espérait que son mari ne rencontrerait personne, car il était occupé par son travail. Se balançant dans la voiture, la brune essayait de comprendre que si ce n'était pas le cas,
Alors quel genre de relation pouvait-il y avoir entre eux? Le cimetière, parmi les nombreuses tombes et pierres tombales, était bondé. Tout le monde était vêtu de vêtements de deuil. Alors que dans la foule venue assister aux funérailles, notre héroïne a remercié Dieu pour sa résurrection. Tenant un petit chapeau de deuil sur ses cheveux, la jeune fille se demanda soudain, était-elle une personne exceptionnelle? Elle se souvenait s'être mariée juste après ses débuts. Elle sortait rarement de chez elle à cause de sa maladie. Elle ne connaissait personne. En observant ceux qui l'entouraient, elle remarqua que tout le monde pleurait comme s'ils la connaissaient bien. Elle se sentait mal à l'aise et n'arrivait pas à y croire. Notre héroïne a regardé son ancien moi. Elle a remarqué qu'elle était vêtue de beaux vêtements et que seul son visage était révélé. Devant elle gisait le corps immobile d'une femme pâle, épuisée, aux yeux fermés. J'ai pensé que cela ressemblait aux funérailles de l'impératrice Rétina, décédée jeune. Notre héroïne se figea, regardant la jeune femme familière, immobile dans le cercueil. Elle l'a crue morte. Elle était vraiment morte. Je me demandais, et maintenant? Il s'est avéré que la vie d'Adrienne était finie. Puis elle. Notre héroïne se redressa en entendant les rumeurs annonçant l'arrivée du duc. Tout le monde sympathisa avec lui. On lui dit que c'était très dur pour lui. Soudain, la brune se retourna et vit son mari juste devant elle. L'homme grand et mince était accablé de chagrin. Il portait un smoking de deuil. Les yeux de Noébian étaient rouges à force de pleurer, et toute sa silhouette exprimait le chagrin et le regret de cette perte. Notre héroïne baissa les yeux, surprise et embarrassée. Elle réalisa que Noébian était devant elle. Le jeune homme était en deuil. Des larmes amères coulèrent de ses yeux. Cela ne dérangeait pas l'archiduc. La brune comprenait clairement qu'elle était là, ici et maintenant. Elle était vivante, et elle respirait. Les jeunes hommes se tenaient face à face. La jeune fille, hésitante, s'adressa à l'archiduc par son nom. Notre héroïne toussa de façon embarrassée, essayant d'attirer l'attention de son mari. Mais l'homme se précipita vers le cercueil, dépassant la brune, en prononçant le nom de sa défunte épouse. Il appela Adrienne. L'archiduc était en deuil. Le brun ne cachait pas sa douleur. Il pleurait en regardant sa femme morte, immobile dans le cercueil. Une grande foule de personnes s'est rassemblée autour de lui, tous regardant le jeune homme accablé de chagrin. Les gens pleuraient. Les femmes se bouchèrent les yeux avec des mouchoirs. Les hommes se lamentaient discrètement. Notre héroïne se tenait au milieu de la foule, les yeux baissés. Le jeune garçon et la jeune fille étaient très tristes. Ils pleuraient aussi Rienna. Ils pleuraient. Le jeune homme dit que sa sœur aurait dû vivre. Il répéta que Rienna aurait dû vivre. Une jeune fille se tenait à côté de lui et tenta de le calmer. Notre héroïne ne pouvait plus regarder ces sanglots bruyants et ce chagrin général. La brune se détourna du cercueil. Des sanglots étouffèrent notre héroïne. La jeune fille pensa que quelqu'un était mort à sa place. Des larmes coulaient des yeux de la jeune femme. Elle rêvait que si seulement ses proches pouvaient l'appeler Adrienne. Mais la brune comprenait parfaitement que personne ne l'appellerait ainsi désormais. Car l'Adrienne que tout le monde connaissait était morte. La nuit tomba. Bientôt le cimetière fut vide. La silhouette solitaire d'une jeune fille vêtue de noir se tenait dans l'obscurité, appuyée contre un arbre. Serrant nerveusement les doigts, notre héroïne s'est convaincue qu'il était stupide d'attendre. Mais la brune était sûre que l'homme qu'elle attendait reviendrait certainement ici. Debout devant la tombe où Adrienne Swan Trobic, la maîtresse du nord de Trobic et originaire de l'est de Pireta, a été enterrée, notre héroïne a demandé à Noé de venir. Soudain, elle entendit des bruits. Scrutant l'obscurité, notre héroïne aperçut la silhouette d'un cavalier. La brune se redressa. Avait-elle vraiment attendu? L'homme sauta de cheval. Le serviteur le salua. La jeune fille essaya de voir qui était arrivé. Mais il faisait sombre dehors. On ne voyait rien. Soudain, la lumière de la lune éclaira la silhouette d'un homme au galop. Notre héroïne comprit qu'il ne s'agissait pas de Noébien. Cachée derrière un arbre, la brune observait attentivement l'inconnu. Elle s'intéressait à son identité. La pleine lune apparut à nouveau derrière les nuages, illuminant tout autour. Notre héroïne aperçut clairement un bel homme blond aux yeux rouges. L'étranger s'approcha de la tombe fraîchement enterrée. Il était évident à l'œil nu que le jeune homme souffrait. Soudain, le jeune homme tomba à genoux. D'une main tremblante, il toucha la pierre tombale sur laquelle étaient gravés les mots. Notre héroïne sortit prudemment de derrière l'arbre. La jeune fille était perplexe. Elle ne comprenait pas qui était ce jeune homme. En scrutant l'obscurité, la jeune fille réalisa que l'homme était arrivé au milieu de la nuit. Soudain, sa surprise fut encore plus grande. Il pleurait. La jeune fille regarda le jeune homme accablé de chagrin qui pleurait ouvertement sur sa tombe. Les épaules de l'inconnu étaient secouées de sanglots. Notre héroïne serra les poings. Elle se demandait s'il connaissait vraiment Adrienne.
Perplexe, elle essayait de comprendre ce qu'il voulait en apparaissant ainsi. Soudain, la jeune fille comprit qu'elle ne voulait pas que quiconque la voie. Du moins pas aujourd'hui. La brune se dirigea prudemment vers la sortie du cimetière. Notre héroïne se figea de surprise. Le vent lui ébouriffa les cheveux. L'inconnu l'appela de nouveau d'un air interrogateur. La brune observa le jeune homme de plus près. Avec surprise, elle remarqua du sang sur son gilet blanc comme neige. Le jeune homme se releva. Soudain, il se figea, toussant. La brune comprit qu'elle devait courir immédiatement. La jeune fille comprit qu'elle ne pouvait sortir avec personne tant qu'elle ne comprendrait pas dans quel corps elle se trouvait. Soudain, l'étranger tendit la main vers elle, suppliant Adrienne d'attendre. La jeune fille s'est précipitée sur place. Elle a entendu le cri déchirant du jeune homme qui l'appelait par son nom. Dans le manoir, la servante fut choquée par l'apparence de Milady. Elle accorda une attention particulière à ses jambes. La fille rit nerveusement. Elle expliqua son apparition en disant qu'elle avait simplement couru. La servante en chef ordonna immédiatement à Iona de préparer le médicament. La jeune fille aux cheveux bleus se précipita aussitôt pour exécuter l'ordre. La brune s'affala sur le canapé moelleux du salon rose. Elle réalisa qu'elle était très fatiguée. Iona s'agenouilla devant elle. La jeune servante oignit soigneusement les jambes blessées de sa maîtresse. Notre héroïne ressentait un mal de tête. Elle soupçonnait que cela était dû à la mort et à la transition dans le corps de la maîtresse de son mari, puis à l'homme sur sa tombe. La jeune fille n'arrêtait pas de penser au jeune homme en deuil sur sa tombe, qu'elle avait vu pour la première fois cette nuit-là. La brune se demandait si ce type n'était pas apparu sur sa tombe. Aurait-elle pu rencontrer Noébiane? Marge apporta une tasse de thé. La femme demanda si sa maîtresse avait rencontré l'archiduc. La brune ne répondit pas, la tête basse. Elle était perdue dans ses pensées. Reprenant ses esprits, la jeune fille répondit qu'elle l'avait vu. Elle admit qu'il ne s'était ni regardé, ni parlé. Notre héroïne réalisa qu'elle ne pouvait rien faire, comme si elle était dans un autre monde. Elle pleurait et se cachait. La brune comprit que le plus dur était pour Noébiane, qui la perdit et dut accueillir les invités. Mais la jeune fille doutait de lui. Serrant les poings, la brune réfléchit à ce qu'elle allait faire maintenant. Elle pensa au corps de l'archiduchesse. Elle réalisa alors qu'elle avait été plus belle là-bas, dans le cercueil, que dans son lit de malade. En se souvenant de la façon dont elle se tenait près du cercueil avec son corps, la jeune fille comprit que désormais elle n'avait même plus de corps auquel elle pouvait retourner. Elle se souvient qu'après le mariage, son mari était toujours si occupé qu'il n'était pas avec elle pendant plus de 2 jours. Pour accomplir son devoir, il devait rester près de son corps pendant 100 jours. Maintenant, tout cela lui semblait étrange. La voix de la servante la tira de ses tristes pensées. Marge admit qu'elle pensait que la dame apprécierait. Elle se demandait pourquoi sa maîtresse pleurait. La brune pleurait parce qu'à ce moment-là, elle était en bonne santé physique, mais elle avait tout perdu. Couvrant son visage de ses mains, la brune pensait à quel point ce serait formidable si tout cela s'avérait n'être qu'un rêve. Nuit. Le manoir blanc comme neige brillait mystérieusement sous les rayons de la pleine lune. Dans le silence de la nuit, des yeux attentifs examinèrent le bâtiment. La silhouette sombre d'un guerrier vêtu d'un manteau rouge se figea, scrutant attentivement les contours du majestueux bâtiment. L'appel bruyant de la jeune servante tira la brune de ses pensées. La jeune fille ouvrit la porte de l'appartement de la dame et annonça qu'il y avait une telle chose devant la maison. La servante s'approcha timidement de sa maîtresse et lui tendit la lettre. Les yeux verts de la brune s'écarquillèrent en reconnaissant l'écriture de Noébiane. Le message disait qu'elle devait tenir sa promesse. La brune avait vu l'écriture de son mari à maintes reprises. La jeune servante regarda derrière la porte. Elle annonça qu'une personne ayant assisté aux funérailles de l'épouse de l'archiduc avait été appelée de l'extérieur. Blinka demanda à la servante ce qu'elle avait répondu. Elle admit qu'elle n'avait pas nommé sa maîtresse. La jeune fille expliqua qu'ils avaient simplement demandé qui était présent. C'est pourquoi la servante avait dit qu'elle se renseignerait. Notre héroïne décida d'aller voir les visiteurs tardifs. Mais elle fut soudainement arrêtée par Marge. La femme demanda si la dame savait qui c'était. Elle suggéra le salon au premier étage, mais la brune refusa brusquement. La fille décida qu'elle devait vérifier quelque chose elle-même et se dirigea résolument vers la porte. En se précipitant dans les couloirs de l'immense manoir, notre héroïne était sûre que ce visiteur était Noé. Effleurant à peine la rampe froide du bout des doigts, la jeune fille descendit rapidement l'escalier. La brune était certaine que c'était bien lui. Se dépêchant de descendre, la jeune fille anticipait la rencontre. Ses joues étaient rouges. Elle se persuada que Noé était derrière cette porte. Alors qu'elle ouvrait les lourdes portes doubles, notre héroïne rêvait déjà d'une rencontre inoubliable. Mais ses attentes ne furent pas comblées. Devant ses yeux apparut un jeune homme complètement inconnu avec une mèche de cheveux roux sur la tête.
Le visage de la jeune femme exprimait clairement une déception non dissimulée. Ce n'était pas Noé. 2 jeunes guerriers en cape rouge se tenaient près du carrosse. Le jeune homme rapporta que la servante s'appelait Marge. Elle se trouvait au cimetière de Trobic. Le jeune homme aux cheveux blonds baissa la tête, écoutant le rapport de son guerrier. L'un des jeunes hommes a déclaré qu'il avait appris de la femme qu'elle ne se souvenait pas d'avoir vu son maître. Le jeune homme blessé peinait à sortir du chariot. 16 fidèles guerriers tentèrent de l'aider. Le garçon aux cheveux roux demanda si leur maître était tombé amoureux. Les guerriers se demandèrent ce qu'il allait faire. Les yeux rouges brillèrent de colère. Le blond se tourna brusquement vers son serviteur et lui demanda s'il était devenu fou. Le guerrier était sûr que la fille serait surprise si le gars bandé commençait soudainement à lui demander si elle était ce fantôme du cimetière. L'interlocuteur objecta. Il expliqua que son Altesse ne cherchait pas un fantôme, mais une jeune fille belle et timide. Le prince plissa ses yeux rouges de colère. Il siffla avec colère. Comment son serviteur ose-t-il traiter Adrienne de fantôme? L'homme aux cheveux roux s'inclina aussitôt. Le jeune homme pressa sa main contre sa poitrine et demanda pardon. Il admit avoir commis une erreur. Le guerrier essaya de comprendre qui son maître recherchait avec tant d'acharnement. Son Altesse répondit que cela n'avait plus d'importance. Neil objecta. Le serviteur essaya de convaincre son maître que tout le monde aurait peur en voyant son apparence. Le jeune homme expliqua que la jeune fille avait déjà eu peur en le voyant, et qu'en voyant ses yeux rouges, elle serait certainement effrayée. Son Altesse regarda le bâtiment blanc comme neige avec regret. Il approuva son guerrier. Il dit qu'il avait raison. Il suggéra de revenir. Alors que le prince montait dans le carrosse, il regarda ses guerriers. Le jeune homme leur ordonna de tout savoir sur elle. L'homme blond haleta et tenta maladroitement de monter seul dans la voiture. Ses épaules tremblaient. À cause de la douleur aiguë et de la perte de sang, son Altesse perdit connaissance et s'effondra, comme fauché, sous les roues de la voiture. Le guerrier se tourna vers son ami. Il promit de ramener son Altesse au palais. Il conseilla à Neil d'exécuter l'ordre du prince. Ayant réussi à placer le prince dans la voiture, il cria au cocher sur la sellette de les emmener plus vite au palais. La voiture s'éloigna brusquement, laissant la silhouette solitaire de Neil dans l'obscurité de la nuit, seule la cape du garçon flottant au vent. Le guerrier aux cheveux roux se souvint des larmes sur le visage pâle de son Altesse. Il s'exclama, perplexe. Ce satané prince avait-il vraiment pleuré? Une chevelure blonde luxuriante et, en même temps, une hostilité sinistre. C'était le 2e prince de Rhodes, le coureur de jupons de l'Empire. Celui qui dit « vas-y » sans sourciller, même si les filles se déshabillaient devant lui. On le considérait comme le plus problématique de l'État. Ce jeune homme était toujours beau et fou. Et ce matin, il a fait du bruit. Le guerrier courut à travers les couloirs du château à la poursuite de son maître et lui demanda s'il allait vraiment bien. Son Altesse affirma qu'il allait bien. Le jeune homme ne croyait pas que Rhodes puisse s'en sortir. Après tout, le prince avait été attaqué par une bête. Le serviteur insista sur le fait que son maître avait besoin de faire soigner ses graves blessures. Mais son Altesse n'était pas d'accord. Il affirma qu'il n'en avait pas besoin. Neil craignait que la situation ne s'aggrave. Le prince affirma que rien n'arriverait. Le serviteur remarqua que son Altesse était dans son élément. Le gars espérait qu'il n'avait plus rien à faire aujourd'hui, et qu'il pourrait le faire demain. Soudain, un grand cri retentit derrière la porte close. Le guerrier crut qu'il s'était passé quelque chose. Le domestique ouvrit légèrement la porte et dit avec appréhension qu'il entendait des cris. Il ne termina pas sa phrase. Le guerrier observa une image étrange. Une jeune fille aux cheveux longs, vêtue d'une robe légère, était assise à genoux. Devant elle, une épée ensanglantée à la main, se tenait un prince. Le guerrier dit qu'il ignorait que le prince avait eu une réunion. Son Altesse répondit qu'il l'ignorait également. Neil regarda attentivement et réalisa que cette fille était la fille d'un noble. Le jeune homme se rendit compte que le prince était invariablement populaire. Son Altesse retira lentement le bout pointu de l'épée de la jeune fille à moitié nue et tremblante. Il lui ordonna brusquement de partir. L'invitée surprise avoua qu'elle voulait simplement transmettre. Mais elle ne termina pas sa phrase. Elle fut brutalement interrompue par le prince, qui lui demanda si elle avait les oreilles bouchées. Quelque temps plus tard, le serviteur pansait son maître. Le jeune homme demanda au prince pourquoi il avait chassé la jeune fille de cette façon. Le guerrier craignait que les rumeurs concernant son maître ne s'aggravent. Le prince répondit qu'il s'en fichait. Son Altesse tenait un journal dans ses mains. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Le prince demanda, perplexe, ce qu'il lisait. Le guerrier suggéra gentiment que c'était là toute l'actualité de l'État pour aujourd'hui. Le journal a publié une nouvelle choquante. La femme de Trobic était décédée à l'aube des suites d'une maladie. Le prince se figea à cette nouvelle.
Il ne quittait pas le journal des yeux. Soudain, le blond se leva d'un bond. Le serviteur tenta de retenir son Altesse. Il lui expliqua que ses blessures pourraient se refermer s'il bougeait. Mais le prince, n'écoutant pas les arguments de son guerrier, sauta sur son cheval. Tenant sa main bandée, son Altesse s'éloigna au galop. Le guerrier n'aurait jamais cru voir un jour le prince pleurer la mort de quelqu'un. Le jeune homme se demandait à quel point il avait été proche du défunt. Le jeune homme était fermement décidé à en savoir plus sur cette marge aux yeux verts. Il y avait du bruit dans le manoir du comte Acacia. On posait à la dame de nombreuses questions, par exemple. Où ranger quoi? La brune regarda attentivement autour d'elle. Elle remarqua que certains meubles du salon n'étaient plus nécessaires. Elle décida de les enlever. En regardant le travail de ses mains, notre héroïne s'est rendue compte qu'après avoir supprimé de nombreuses choses inutiles, l'environnement est devenu plus ordonné. La brune décida qu'ils avaient définitivement besoin de quelqu'un pour gérer la maison. Soudain, le majordome l'appela. L'homme lui demanda s'il pouvait demander de l'aide à la jeune fille. Le majordome expliqua que le comte faisait habituellement cela. Mais il n'était pas là. Brunette rit doucement. Elle reconnut qu'elle pourrait être utile ici. Elle aida l'homme avec plaisir. La servante observait attentivement tous leurs faits et gestes. Marge s'en est pris aux jeunes servantes, leur disant qu'elles devaient aussi se dépêcher. Notre héroïne était satisfaite du travail accompli. Elle pouvait désormais se détendre un peu. Les domestiques sortirent les meubles. La jeune fille pensait ignorer ce qui allait lui arriver. Mais elle aurait pu se lier d'amitié avec les habitants de la maison. En descendant lentement les escaliers, la jeune fille réfléchissait au genre de promesse que Vli avait faite à son mari. La brune tenait un mot dans ses mains. Elle comprenait que ce bout de papier ne signifiait rien, mais pour une raison inconnue, cela l'inquiétait. Elle se demandait quel genre de relation ils entretenaient. Elle imaginait qu'il s'agissait peut-être d'une amitié informelle, mais son mari était toujours seul. Ses yeux verts fixaient le vide d'un air pensif. La jeune fille pensa alors qu'elle était peut-être une parente. Si elle était une parente de Noébian, il s'est avéré qu'elle était également de la famille impériale. La brune comprit que Vli, étant leur parente, n'aurait pas épousé le vieux et impuissant comte Acacia. Il s'avéra qu'ils étaient amis. Adrienne était assise à table, un livre à la main. La femme de chambre demanda à sa maîtresse si elle l'avait lu. La brune répondit que oui. Elle tenait un gros volume dans ses mains. Elle expliqua que le livre avait l'air intéressant. En regardant Marge, la fille expliqua qu'il y avait tellement de livres attrayants sur l'étagère. La femme de chambre et les deux servantes semblaient effrayées et surprises. Les jeunes servantes tentèrent de se cacher derrière Marge. Adrienne baissa les yeux. La brune soupçonnait Vli d'être loin de lire. L'ancienne archiduchesse gloussa. Elle n'arrivait pas à imaginer Noébian, diplômée avec mention de l'académie, et une fille qui n'avait jamais lu de livre. La brune rit. La jeune femme comprit que c'était illogique. Au bord du petit bassin avec une fontaine et des fleurs de lotus, Adrienne contemplait son reflet. À la surface de l'eau, elle vit une belle fille. Leur ressemblance était particulière. La brune ne quittait pas son reflet des yeux. Elle comprenait que jusqu'à présent, Vli s'était comportée de manière stupide. Serrant le tissu délicat de sa robe, elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer comme ça. Elle décida qu'elle devait changer. Adrienne y réfléchit. Elle savait qu'elle devait découvrir ce qui les reliait au plus vite. En regardant son reflet dans l'eau de la piscine, la brune décida d'aller le rejoindre. Elle ne pouvait pas attendre éternellement. Ces pensées furent interrompues par la voix excitée de Marge. La servante courait vers sa maîtresse, relevant haut le bas de sa robe. La nouvelle qu'elle apprit bouleversa notre héroïne. La servante lui annonça le retour du maître, le comte Acacia. Soudain, la jeune femme pensa que peut-être le comte était au courant de cette promesse. L'homme en costume était dans son bureau. Le comte se tenait pensif près de la fenêtre cintrée. Notre héroïne, vêtue d'une robe rose tendre, apparut à la porte du bureau. L'homme se retourna en entendant le bruit. Le regard du comte s'attarda sur sa femme. La jeune fille pensait que son mari était heureux et surpris par son arrivée. Le silence dans le bureau était empli de non-dits. Le comte versa du thé dans une tasse en porcelaine. Il demanda à la brune, tendue, si elle avait rencontré l'archiduc. Notre héroïne fut surprise. Elle regarda attentivement son interlocuteur. Elle dit qu'elle ne l'avait jamais rencontré. L'homme, bégayant légèrement, demanda si sa femme n'avait vraiment pas l'intention de tenir sa promesse. À en juger par le comportement du mari, il semblait que le comte était réellement au courant de cette promesse. La brune était perplexe quant à ce qui se passait chez cet homme qui la regardait ainsi. Elle lui demanda innocemment quelle promesse il avait en tête. Soudain, l'homme bondit de son siège et tomba à genoux. Il implora qu'on le sauve. Il m'a supplié de tenir ma promesse. Il a dit qu'il ne voulait pas mourir dans la misère à la fin de l'année.
Adrienne fut surprise et choquée par le comportement de l'homme. Elle hurla et se tourna vers le comte. L'homme expliqua que les autres vivaient très tranquillement à son âge. Et lui, il souffrait encore en travaillant pour lui. La brune ordonna au comte de se lever. L'homme murmura doucement que la jeune fille savait que Noébiane était impitoyable. Adrienne était perplexe. Elle avait simplement demandé quelle était la promesse. Et le comte avait réagi ainsi. La jeune fille s'approcha du comte, assis par terre. La brune tenta d'expliquer qu'elle était simplement intéressée par leur conversation. L'homme était pâle. Il se saisit la gorge de ses mains tremblantes. Il lui expliqua que s'il lui disait ces mots, il aurait la tête tranchée. La brune y réfléchit. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple accord autour d'une tasse de thé. Elle se souvint du mot lui rappelant de tenir sa promesse. Le comte ne voulait pas être mêlé à cette histoire. Il ne voulait pas s'immiscer entre eux. Il trouvait même que ce mariage était illogique. L'homme a précisé « N'ont-ils pas fait cela pour que sa femme devienne officiellement l'amante de Noébiane ?» La jeune fille serra les poings avec colère. Elle se souvenait de la souffrance de son mari à ses funérailles. Elle se souvenait des pleurs de chagrin de l'homme. La brune était en colère. Cette Vlie, elle est devenue la maîtresse de son mari, Noébiane Trobic. L'archiduc se tenait sur le tapis écarlate des appartements du prince. Le blond aux yeux rouges regardait Noé avec attention. La brune dit sarcastiquement qu'elle avait entendu dire que le prince organisait un événement inutile comme l'anniversaire de la victoire. Son Altesse le félicita avec une moquerie non dissimulée. La voix de l'archiduc résonna bruyamment dans la salle. Le blond demanda si Noé serait là. Il lui rappela que c'était lui qui avait gagné la bataille. Son Altesse a exprimé l'espoir que l'archiduc Noébiane ne le contrarierait pas. Le brun fronça les sourcils. Il rappela au prince qu'il était en deuil. Il dit à son Altesse qu'il devait dire au revoir à sa femme. Après s'être incliné devant le prince, Noébiane s'apprêtait à quitter la salle. Il annonça qu'il était temps pour lui de partir. Le jeune homme se retourna et s'éloigna lentement de son Altesse. Une promesse se fit entendre derrière lui. Le prince assura son interlocuteur qu'il viendrait. L'archiduc s'arrêta brusquement. Son Altesse sourit. Le blond demanda d'un ton moqueur si Noébiane n'avait pas voulu cela. Un silence tendu s'installa entre les hommes. L'air dans la pièce spacieuse s'épaissit. Neil rappela à son maître avec surprise qu'il y était déjà allé. Son Altesse, sans se retourner, dit qu'il n'était pas encore sûr. En regardant son serviteur, Rhodes dit que dans ce cas, il n'y avait rien à sympathiser. Le guerrier aux cheveux roux songea que l'archiduc avait dû entendre parler de la visite de son Altesse. Le prince lui-même pensait que c'était sans importance. Neil s'approcha de son maître. Il rappela à son Altesse que l'archiduc n'avait pas montré le corps depuis le premier jour. On dit que l'empereur lui-même a déclaré qu'il ne voulait pas que le corps soit un spectacle pour les spectateurs. Le guerrier roux se demandait s'il en faisait trop. Voulait-il vraiment devenir le romantique du siècle? Il comprit que même l'archiduc ne pourrait y échapper longtemps. C'était une procédure à laquelle même la défunte impératrice Rétina n'avait pu échapper. Neil a déclaré que si le prince voulait exprimer officiellement ses condoléances, il pourrait tout faire conformément à la procédure établie. Son Altesse s'y opposa avec impatience. Il pensait que c'était inutile. Rhodes soupçonnait ce salaud de ne jamais rendre le corps. Son Altesse ébouriffa ses cheveux blonds. Il ordonna que la maudite invitation à la célébration de la victoire soit envoyée au comte Acacia. Neil pensa, puisque le comte était le vassal de l'archiduc, il ne pourrait probablement pas venir. Il ne serait pas juste qu'un vassal soit là où son seigneur ne se montre pas. Soudain, le guerrier aux cheveux roux eut une idée. Il regarda son Altesse avec surprise et perplexité. Le prince gravit lentement les marches. Il raconta ce qu'il avait entendu dire au sujet de la maîtresse de maison. C'était une jeune fille. En regardant sa guerrière, il lui expliqua que cela signifiait qu'elle devrait avoir une servante avec elle à tout moment. Neil était surpris. Il se demandait si son Altesse aimerait vraiment rencontrer Marge en personne. Pourquoi le prince s'était-il soudain mis à parler de la servante de la maison Acacia? Quelques jours plus tard, le comte Acacia lui saisit la gorge avec des mains tremblantes et dit que s'il lui donnait cela, il lui couperait la tête. L'homme a dit qu'il ne voulait pas s'immiscer entre eux. Il a dit que c'était un mariage illogique dès le départ. Il demanda s'ils avaient fait cela pour que sa femme puisse officiellement devenir la maîtresse de l'archiduc. Notre héroïne resta un moment au manoir pour se remettre du choc. Allongée sur un immense lit, elle réfléchissait aux informations concernant sa maîtresse. Dans la société aristocratique, il était normal d'avoir des amants célibataires. Ce n'était même pas drôle. La brune comprit qu'à ce rythme-là, elle ne penserait qu'à Noébiana. La jeune fille sortit du lit et décida qu'elle avait besoin de prendre l'air. Soudain, ses doigts tremblants touchèrent la couverture froide d'un magazine glacé. La jeune fille l'ouvrit et oublia tout.
Le magazine a longtemps captivé l'attention d'Adrienne. La publication regorgeait de tenues féminines incroyablement belles. Le magazine évoquait un banquet en l'honneur de la victoire du deuxième prince de Rhodes. Il y publiait les dernières tendances en matière de robes et de chapeaux susceptibles de le charmer. Notre héroïne pensait au fait que tout le monde ne parlait que du deuxième prince. Peu d'années se sont écoulées depuis le retour du deuxième prince dans la capitale. Adrienne était sûre qu'il était plus enclin à être sur le champ de bataille et à accumuler des exploits qu'à organiser des fêtes comme celle-ci. Soudain, elle fut distraite par un coup frappé à la porte. La jeune fille la laissa entrer. Iona annonça à la dame que les robes qu'elle avait commandées étaient déjà arrivées. La brune fut surprise par les robes. La servante expliqua qu'elles avaient été ajustées comme la maîtresse l'avait demandé. Adrienne était perplexe. Il y avait déjà tellement de tenues. Elle ne comprenait pas pourquoi elle en avait besoin de plus. Pourquoi une autre pile de vêtements qu'elle n'avait même pas encore portés? La femme de chambre lui rappela que la dame avait dit vouloir absolument débuter cette saison. Ce mots surprirent la brune. Elle décida de vérifier auprès de la femme de chambre. Adrienne lui demanda si elle n'avait pas encore fait ses débuts. La servante aux cheveux bleus était effrayée. Elle lui demanda si elle avait dit quelque chose de mal. La jeune femme réfléchissait. Elle savait qu'elle avait déjà 22 ans. La femme de chambre a confirmé. Elle a dit que la dame était déçue de n'avoir pu faire ses débuts avant ses 22 ans. Elle se souvint des paroles de la dame selon lesquelles si les débuts ne répondaient pas à ses attentes, la maîtresse menaçait de brûler le domaine. Elle admit que le comte était furieux. Notre héroïne se saisit la tête. Elle ressentit une honte incroyable. Et ce n'était même pas elle qui l'avait fait. Adrienne était perplexe. Elle se demandait à quoi pensait cette femme en disant cela. Elle n'était même pas de noble naissance. En abaissant soigneusement ses jambes jusqu'au sol, la brune demanda à la femme de chambre où étaient maintenant ses robes. L'immense salle, remplie de toutes sortes de produits finis, ainsi que d'accessoires sous forme de sacs à main et de bijoux, était frappante par sa taille. Notre héroïne lui demanda si elle avait affaire à une émeraude de premier ordre. L'homme s'inclina à moitié et acquiesça. Adrienne croisa les bras sur sa poitrine. La brune observa lentement l'endroit où elle se trouvait avec Marge et Jonah. La jeune femme tenait un document dans ses mains. C'était un chèque. Elle l'examina attentivement. Le vendeur essaya de réprimer un sourire moqueur. Il pensait que la cliente ne comprendrait rien, même en regardant le ticket de caisse. L'homme se souvenait avoir dit cela à la dame parce qu'elle ne comprenait rien. Mais il insistait sur le fait que c'était de la plus haute qualité. Le vendeur rigola, car ce client était toujours comme ça. Il décida donc de laisser les choses telles quelles. Adrienne examina attentivement les calculs. Le chèque comportait tous les articles les plus chers. Elle pensa que si l'on ne prenait pas en compte la robe, ce serait le plus cher. La brune pensa au vendeur, qui avait vraiment fait tout son possible pour la tromper. Elle détourna ses yeux verts du ticket de caisse qu'elle étudiait. La jeune fille pointa son éventail vers le collier d'émeraude. Le vendeur se redressa. Il commença aussitôt à dire que c'était pour elle. Il ne termina pas sa phrase. La brune interrompit sa diatribe. La jeune fille demanda si cette émeraude était de la plus haute qualité. Le vendeur s'inclina aussitôt profondément devant la dame. Il expliqua qu'il ne connaissait pas grand-chose à l'évaluation des choses. Il dit n'être qu'un simple intermédiaire. Notre héroïne sourit. Contre toute attente, la brune déclara que, dans ce cas, elle était prête à tout lui expliquer. Les deux servantes regardèrent leur maîtresse avec surprise. Adrienne força le vendeur à la regarder. L'homme rougit. Une goutte de sueur froide coula lentement sur sa joue pâle. La jeune fille désigna d'un doigt affûté ses yeux magnifiques. Elle dit que c'était la couleur de l'émeraude de la plus haute qualité. Les yeux verts de la jeune fille brillaient sur son beau visage. Ayant grandi sans mère, elle avait appris à garder la tête haute. Quand Adrienne était petite, on lui a appris que les bijoux de haute qualité nécessitaient une inspection minutieuse. On lui a dit que tout pouvait être connu si l'on regardait seulement au centre de la pierre. Comme Adrienne était une princesse qui devait maintenir sa dignité, elle devait travailler plusieurs fois plus dur que tout le monde. Dans cette situation, la jeune femme a compris qu'effectivement, on ne pouvait faire confiance à personne. La fille était surprise que le vendeur essaie de lui vendre cette chose brillante et inutile. Vliet voulait simplement ce qu'il y avait de meilleur et de plus cher. Elle exigeait qu'on lui apporte le meilleur. Le vendeur s'est excusé. Il a affirmé que, quoi qu'il en soit, il était entièrement responsable d'avoir apporté un produit défectueux. L'homme s'apprêtait à apporter une autre robe. La fille l'en empêcha et lui dit d'oublier. L'homme fixa la visiteuse, stupéfait. Elle semblait capable de fermer les yeux sur tout cela. Il se dit qu'il avait de la chance. La brune a déclaré qu'elle ne retournerait que les articles de mauvaise qualité. Elle a demandé que leur prix soit déduit du montant total.
La jeune fille a également déclaré qu'elle devrait recevoir des excuses directement du propriétaire du magasin. Le marchand frissonna à ces mots et resta figé sur place. L'homme répondit que le propriétaire l'ignorait. Le vendeur a admis que c'était entièrement de sa faute. Il m'a supplié de ne pas me mettre en colère. Il promit d'en informer directement le bijoutier qui avait fabriqué ce bijou et la dame. Et la prochaine fois, il promit de tout remettre en état. L'homme regarda le visiteur avec suspicion et se demanda si cette femme avait toujours été aussi intelligente. La cliente a admis n'avoir rien à redire sur la robe. Elle voulait juste être remboursée. Elle pourrait continuer à faire des affaires avec le magasin, mais il pourrait y avoir des problèmes de confiance à cause de cet incident. Il serait donc difficile de l'ignorer. La brune croisa les bras sur sa poitrine et dit que des excuses écrites seraient également appropriées si le propriétaire du magasin manquait de temps. La bonne en chef et Jonah observaient toute la scène. La jeune bonne admirait une maîtresse aussi cool. Marge était choquée. La femme de chambre aux cheveux bleus a demandé à Marge si elle avait vu l'expression sur le visage du vendeur. La femme de chambre principale rit de bon cœur. La femme admit que c'était un spectacle impressionnant. Jonas a dit à la dame que si elle n'aimait pas la robe, elle pouvait simplement la renvoyer. Elle expliqua à la dame qu'elle aurait alors reçu une robe encore plus belle. La brune rit. La jeune fille expliqua que cela ne lui allait pas. De nos jours, de telles robes attireraient trop l'attention sur elle. La brune y réfléchit. Elle comprit qu'il n'y avait plus rien de bon à être le centre de l'attention. Il lui suffisait de montrer son visage. Le visage d'Adrienne était méconnaissable. Mais si elle attirait trop l'attention, quelqu'un de son entourage remarquerait certainement la ressemblance. La jeune fille leva les yeux et vit l'air surpris de Marge et de la jeune femme de chambre. La brune demanda à nouveau pourquoi elle la regardait ainsi. Les servantes étaient perplexes. Elles pensaient que leur maîtresse aimait toujours être le centre de l'attention. Marge demanda la permission de prendre congé. La femme expliqua qu'elle avait encore du travail. La brune observait attentivement ses servantes. Leurs pensées étaient écrites sur leur visage. Adrienne remarqua la tenue. Le velours vert foncé de la robe et la bordure en soie transparente étaient époustouflants. La jeune fille a demandé si c'était trop révélateur pour une débutante. On lui a répondu que c'était juste comme ça qu'elle aimait. La brune ferma les yeux. Elle comprit que grâce à une telle tenue, elle attirerait non seulement l'attention, mais aussi tous les regards. Iona jeta un regard de côté à sa maîtresse, surprise. Elle se souvint de ses propres paroles. Ce n'était pas elle qui avait dit « Ce serait un péché de ne pas montrer une telle beauté ». La brune objecta d'abord que ce n'était pas elle qui avait dit cela. Puis elle fit soudain semblant de se souvenir que c'était ses paroles. Quoi qu'il en soit, pour rencontrer Noébiane, elle devait se rendre à une grande fête. De façon inattendue, elle a déclaré qu'un banquet de victoire pourrait être un bon endroit pour les débuts. Iona s'opposa à la dame. Elle lui rappela que le banquet en l'honneur de la victoire devait avoir lieu demain. Adrienne y réfléchit. Le délai était serré, bien sûr. Mais la brune avait déjà sa robe prête. Alors elle décida d'essayer. La voix de la jeune servante la sortit de ses pensées. Iona lui rappela qu'elle n'avait pas été invitée. La brune fut surprise de ceux dont elle parlait. Était-ce parce que sa famille était si petite qu'elle n'avait pas pu obtenir d'invitation? La jeune fille avait oublié à quel point elle était différente de la famille de l'archiduc. La brune a dit qu'elle devait demander au comte s'il y avait un moyen. Elle demanda à la servante où il était. Iona répondit que le monsieur était resté au bureau toute la journée. Adrienne se demandait si le comte Acacia avait suffisamment d'influence pour obtenir une invitation au banquet qui devait avoir lieu demain. La jeune fille courait dans le couloir lorsque la femme de chambre l'appela. La brune se retourna. Marge et le majordome se tenèrent dans le hall. La femme de chambre annonça qu'ils avaient reçu une invitation au banquet de la victoire. C'était un grand honneur. Adrienne se pencha par-dessus la balustrade et exprima sa surprise que cela se produise au milieu de la nuit. Le majordome souriait joyeusement et rayonnait de bonheur. Marge décida qu'elle devait immédiatement commencer à préparer le banquet du lendemain. La femme a admis qu'elle travaillait ici depuis 30 ans, mais c'était la première fois qu'elle recevait une invitation de ce genre. Tous les habitants du manoir étaient ravis. L'invitation se passait de main en main. La jeune femme observait tout cela du haut du balcon. La jeune fille était enthousiasmée par la nouvelle et perplexe. Était-ce vraiment Noébiane qui avait envoyé cette invitation? Adrienne espérait tout savoir de Noé personnellement. Vli était-il son amant? Ou pas? La jeune fille comprit qu'elle n'était pas prête à faire confiance à qui que ce soit. Elle pensait qu'elle ne se laisserait pas briser par les paroles des autres. De gracieuses mains féminines serraient fermement le coude de l'homme. Le comte se tourna vers madame. Il déclara qu'il était trop tard pour parler, car ils étaient déjà arrivés, mais... La brune, vêtue d'une tenue éblouissante et d'une coiffure discrète, regarda attentivement son mari.
Elle lui demanda ce qui s'était passé. Le comte pâle avait l'air très mal en point. Il se demandait s'il devait vraiment partir. Il tremblait et devenait de plus en plus cher. La brune a dit que c'était certes difficile, mais qu'elle ne pouvait pas y aller sans partenaire. Tout le monde était ravi qu'elle soit invitée au banquet. C'était un honneur pour la famille. Après tout, c'était la première fois qu'il recevait une telle invitation. La brune décida donc qu'elle devait absolument le savoir. La jeune fille claqua des doigts. Le comte expira bruyamment. La majestueuse salle s'illuminait de nouveaux visages. La famille Acacia était arrivée. La brune se sentit soulagée, heureuse que personne ne leur prête attention. Dans la splendeur bruyante du bal, parmi les nombreux invités, leur présence passa inaperçue. La jeune fille se tourna vers le comte, se demandant s'il était inquiet. L'homme tremblait. Il expliqua qu'il en avait déjà parlé. Il dit que s'il s'évanouissait soudainement, la dame ne devrait pas lui prêter attention et s'amuser. La brune fut surprise par ces paroles. La jeune fille tenta de calmer le comte. L'homme respirait bruyamment. Il ferma même les yeux de peur. Soudain, une énorme cloche retentit dans la salle bruyante. L'attention de tous était rivée sur les nouveaux visages. L'empereur et l'impératrice, souverains du grand empire de Ronta, sont arrivés. Le prince héritier et la princesse, espoir de l'empire, sont également présents. Et aussi, le deuxième prince, qui a accompli un grand exploit en soumettant les rebelles occidentaux et en montrant la force de l'empire. Les filles étaient admiratives. Certaines voyaient le deuxième prince pour la première fois. L'une d'elles fut surprise de sa beauté. Elle remarqua ses yeux. Notre héroïne resta figée sur place. Une telle nouvelle pouvait rendre fou. Il s'avéra qu'il s'agissait du deuxième prince. Elle se souvenait de sa récente rencontre inattendue avec un inconnu au cimetière. Était-ce vraiment cet homme? L'empereur sortit sur le balcon, un verre à la main. Il invita bruyamment chacun à célébrer la victoire et à en profiter. Les gens dans la salle scandaient différents slogans. Ils louaient l'empereur, l'empire. Nombre d'entre eux exprimaient leur loyauté envers l'empereur et sa famille. Le deuxième prince regarda lentement autour de lui. Il y avait beaucoup de monde. Un jeune homme guettait quelqu'un dans la foule. Rod descendit lentement les marches de marbre. Le prince dans sa robe blanche comme neige se détachant magnifiquement sur la splendeur dorée. Notre héroïne était un peu nerveuse. La jeune fille se couvrit le visage d'un éventail doré. Elle avait peur que le jeune homme la voie. La brune tenta de se cacher derrière le dos de son mari. Elle voulait passer inaperçue. La confusion la gagnait. Le jeune homme venait-il vraiment vers elle? Adrienne ferma les yeux. L'éventail doré tremblait nerveusement dans ses mains. La jeune fille ne voulait vraiment pas que le prince s'approche d'eux. Des murmures circulaient. Les gens étaient surpris que le second prince ait invité une jeune fille à danser. Beaucoup se demandaient qui était cette jeune fille. Le second prince de l'Empire observa attentivement sa compagne. Rhodes tendit la main à la jeune femme en robe sombre. Les musiciens levèrent leurs archets et effleurèrent les cordes de leurs violoncelles. Une douce musique résonna dans la salle. Le prince et l'étranger se mirent à danser lentement. Le comte Acacia respirait bruyamment. Sa femme regardait le couple danser. La jeune fille poussa un soupir de soulagement. Elle était contente. Il lui semblait que le prince ne la reconnaissait pas. En regardant les danseurs, la jeune fille était perplexe. C'était incroyable. Mais il s'avéra que l'homme du cimetière était le deuxième prince. Soudain, le comte toussa. L'homme pâlit. Adrienne demanda à son mari ce qui s'était passé. Il devait sortir après le premier bal. Le comte pâlit et chancela. D'une voix rauque à peine audible, il tenta de s'excuser. Soudain, l'homme s'écroula au sol comme s'il avait été fauché. La brune eut peur pour le comte. Le jeune homme debout à côté de lui appela à l'aide. Le comte Acacia demanda également de l'aide. L'homme pâlissait sous nos yeux. Il se pencha et ferma les yeux. Assis par terre dans la salle de bal, il pouvait à peine respirer. Les jeunes hommes proposèrent de l'emmener chez le médecin. Les gens regardèrent avec pitié l'un d'eux lui mettre le comte sur le dos. Le second décida de les accompagner. Notre héroïne observait ce qui se passait, perplexe. Soudain, une silhouette masculine apparut derrière elle. La jeune fille sursauta de peur, sentant la proximité de l'étranger. Elle tenta de s'enfuir, mais la main du prince la saisit fermement par derrière. Le blond pressa le dos de notre héroïne contre sa large poitrine. L'homme était heureux d'avoir trouvé. Dans la salle de bal, les couples continuaient de danser. La musique remplissant l'espace de notes légères et de mouvements fluides. Les jeunes gens se tenaient un peu à l'écart des invités. La brune était indignée. Elle exigea qu'on la laisse partir. La fille s'est rendue compte qu'après cette composition, tout le monde lui prêterait attention. La brune comprit qu'elle ne pouvait pas attirer l'attention pour le moment. Après tout, elle n'avait pas encore rencontré Noébiane. Soudain,
Une guerrière aux cheveux roux vifs s'approcha d'eux. Il reconnut la brune et s'adressa à elle, l'appelant Lady Marge. La fille se souvint que c'était le chevalier qu'elle avait vu la dernière fois. Elle se souvint de son nom. C'était Neil. La brune était nerveuse. L'insupportable Bondin se tenait derrière elle et la retenait, l'empêchant de s'éloigner. Notre héroïne comprit que le second prince avait envoyé Neil. Adrienne tenta de dégager ses mains. La jeune fille comprit qu'elle devait se libérer. Mais toutes ses tentatives furent vaines. Le jeune homme qui la tenait s'est penché plus près et a dit qu'il pensait que la fille était mal à l'aise parce qu'elle n'avait pas de partenaire. La musique continuait de jouer. Le second prince de l'Empire Ronta proposa son aide à la brune. La jeune fille ne tarda pas à répondre. Ses yeux verts brillèrent de colère. La brune refusa sèchement, disant clairement « Non ». La blonde demanda à nouveau si elle avait besoin d'aide. Adrienne secoua la tête. La jeune femme pensait que c'était lui qui la mettait mal à l'aise maintenant. La brune voulait absolument que le second prince disparaisse. Elle devait d'abord retrouver Noébiane. Soudain, les musiciens cessèrent de jouer. La fille paniqua. On aurait pu les voir. Adrienne tenta à nouveau de se libérer. Elle ordonna de la laisser partir. La blonde lui demanda calmement si elle avait besoin d'aide. La fille se retourna brusquement et cria avec colère. Oui, elle avait besoin d'aide. Elle demanda simplement à la laisser partir. Le blond retira aussitôt sa main. Le jeune homme montra même sa paume ouverte à la jeune fille. La brune ne regarda pas son Altesse. Elle poussa un soupir de soulagement. Elle était heureuse. Il la laissa enfin partir. Contre toute attente, on entendit parler de la présence du second prince. Il choisit alors une partenaire pour la danse suivante. Les yeux verts de notre héroïne s'écarquillèrent de surprise. La jeune fille fixait le prince avec perplexité. La blonde et Adrienne se tenaient au milieu de la salle bruyante et se regardaient. Les regards des personnes présentes étaient également braqués sur elle. Son Altesse, regardant la jeune fille, lui demanda la permission de lui dédier sa première danse. Le jeune homme lui tendit galamment la main, attendant la décision de la brune. Adrienne hésitait. La jeune femme ne savait pas si elle devait accepter. Les gens commencèrent à chuchoter sur la personne avec laquelle le prince allait danser. Les invités se demandaient pourquoi la jeune fille refusait. Notre héroïne décida qu'elle devait finir vite pour attirer moins l'attention. La jeune fille plaça timidement sa paume dans la main tendue du prince. Une lumière vive illuminait la riche décoration de la pièce. La musique enveloppait la salle. Les ombres des invités restaient à l'écart, laissant place à cet instant. L'orchestre jouait magistralement. La musique emplissait tout autour. Mais la jeune fille ne parvenait pas à apprécier la danse. Elle pensait à Rhodes, le second prince. Les deux jeunes gens continuaient de danser. La brune se demandait comment le prince la connaissait. Elle se demandait pourquoi le jeune homme était au cimetière. Notre héroïne ne leva pas les yeux vers son partenaire. Tout ce qui se passait était très stressant pour elle. Au centre de la pièce, le couple continuait sa danse. Les autres invités restèrent figés, observant les danseurs. La jeune fille pensa « Noébiane devrait être quelque part par ici ». La voix du prince la tira de ses pensées. La brune regarda son Altesse. Il remarqua que sa partenaire n'était probablement pas intéressée. Le jeune homme a avoué qu'une fille qui lui ressemblait avait dansé sa première danse avec lui ici. Le prince remercia la brune pour ses souvenirs. Il se tourna vers Dame Acacia. Notre héroïne se redressa. La brune comprit que le prince savait qu'elle n'était pas Marge. De plus, la jeune fille réalisa soudain que son Altesse avait un jour dansé avec elle. Les souvenirs ont ramené notre héroïne à un passé lointain. La jeune fille se souvenait n'avoir assisté au bal qu'une seule fois. Elle avait 20 ans, et c'était ses débuts. La jeune beauté assistait au bal masqué annuel du Nouvel An. Notre héroïne a essayé de se rappeler si elle n'avait pas dansé avec son frère et Noébiane à l'époque. Le prince se souvint de la jeune fille qui lui ressemblait, et qui avait dansé sa première danse avec lui ici. Il remercia Dame Acacia pour ses souvenirs. Debout sur le balcon, un jeune homme vêtu de noir observait les danseurs. Il ne quittait pas des yeux le couple formé par son Altesse et Dame Acacia. Notre héroïne sentit le regard posé sur elle. Ses yeux reflétèrent la silhouette de Noébiane. Elle vit celui qu'elle désirait tant rencontrer. La brune s'écarta de son partenaire de danse. La jeune fille était sûre d'aller rencontrer l'archiduc. Son Altesse tenta d'attirer son attention, mais la jeune fille resta figée sur place. Elle regarda Noébiane avec de grands yeux. La jeune femme comprit qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Ayant abandonné son Altesse au milieu de la salle, la brune se précipita à la recherche de l'archiduc. Elle devait le rencontrer et tout vérifier. Arrivée au dernier étage, la jeune fille s'arrêta. Elle ne se souciait plus de ce qui allait se passer ensuite. S'arrêtant devant la colonne, la brune retint son souffle,
Regardant autour d'elle, elle pensa être au bon endroit. Le vaste couloir était vide. Adrienne regarda autour d'elle. Elle appela doucement Noébian. La brune poussa un cri de surprise. La main de l'homme serrait fermement son poignet. Le murmure maléfique de l'archiduc l'accusait de continuer à le taquiner. Il appela la brune Vli. Notre héroïne pensait qu'elle n'était définitivement pas Vli. Elle se demandait si l'archiduc la reconnaîtrait. Soudain, elle sentit une odeur d'alcool. Ça ne lui ressemblait pas. Son interlocuteur reprocha à la jeune fille de ne pas vouloir lui répondre. L'archiduc était impatient. Il demanda à la jeune fille si elle n'allait pas tenir sa promesse. Il tenait fermement le poignet de la fille. Toutes les questions se bousculaient dans sa tête. Adrienne se demandait qui elle était pour lui, pour qu'il se comporte ainsi. Vli était-elle vraiment son amante? Notre héroïne était perplexe. Était-ce vraiment de cela que parlait le comte Acacia? Mais elle était surtout intéressée par autre chose. La jeune femme était très impatiente de savoir quelle promesse on lui demandait de tenir. Son interlocuteur se tendit. L'archiduc poussa un soupir de colère, surpris par le silence de la jeune fille. Noébian baissa la tête. La brune lui rappela la promesse qu'il s'était faite un an plus tôt. L'homme lui lâcha la main. Il lui demanda s'il devait lui parler de la perte de sa femme. La brune se frotta le poignet, douloureusement serré par Noébian. Regardant attentivement son interlocuteur, elle comprit qu'il était profondément triste. La jeune fille soupçonnait qu'il traversait une période difficile. Elle se tourna vers Noé et lui demanda de lui dire ce qu'elle voulait savoir. La brune pensait avec tension que si ce n'était pas maintenant, elle ne découvrirait peut-être jamais ce qui l'intéressait. L'archiduc tournait le dos à notre héroïne. Il murmurait que s'il perdait sa femme, la jeune fille deviendrait sa maîtresse. L'archiduc avoua avoir pensé à mourir après Adrienne. Il pensait alors qu'elle ne le souhaiterait pas. Et puis le jeune homme a admis qu'il se souvenait de la brune. Quand il l'a regardée aux funérailles de sa femme, soudain l'homme se prit la tête entre les mains. Avec amertume, l'archiduc admit qu'il se souvenait d'Adrienne. Le jeune homme a déclaré que la présence de Vli avait dû être difficile et douloureuse pour lui. Il souffrait même du vivant de sa femme. Avec amertume dans la voix, il a admis combien il était difficile pour lui de voir son proche en phase terminale. Soudain, il se tourna vers la brune qui le regardait en silence. Il lui demanda si elle savait ce que c'était. La jeune femme pensait n'avoir jamais vu la souffrance de son bien-aimé jusqu'à sa mort. Mais elle se souvenait très bien de Noébian lui-même, pleurant sur son corps. C'était plus douloureux que tout ce qu'elle avait jamais vu. Notre héroïne était perplexe. S'il l'aimait, pourquoi voulait-il avoir une maîtresse? La brune réfléchit. Elle avait des soupçons. La jeune fille doutait. Était-ce vraiment le Noébian qu'elle connaissait? La jeune fille regarda résolument son interlocuteur dans les yeux et demanda si l'archiduc voulait passer la nuit avec elle. Adrienne se souvint de l'étreinte de son mari. En y repensant, elle réalisa qu'il était le seul sur qui elle pouvait compter dans ce sombre château. Cet homme merveilleux et attentionné était sa fierté et son amour. Noébian Trobica. Après avoir posé sa question directe, la jeune fille pria mentalement pour que Noé dise non. Elle le supplia silencieusement de dire qu'il ne voulait pas de Vli. L'archiduc rit tristement. Il demanda à son interlocuteur s'il voulait vraiment l'humilier. Adrienne voulait que Noébian dise que tout cela était un mensonge. Mais elle entendit la confession de l'archiduc. Il dit qu'il la désirait. L'homme expliqua avec passion qu'il la désirait plus qu'Adrienne, qu'il n'avait pas réussi à posséder, et qu'il n'aurait plus jamais. L'homme embrassa les lèvres de son interlocutrice. Des larmes amères coulèrent des yeux de la jeune fille. Elle pensait qu'elle avait toujours pensé que les baisers ne suffisaient pas. La jeune fille tenta de repousser l'archiduc. Elle savait que ce n'était pas l'étreinte qu'elle désirait. C'était très douloureux. Son cœur saignait. Noébian continua de l'embrasser. La fille pleura. Elle trouvait cela dégoûtant. Reprenant courage, la jeune fille repoussa la brune. L'archiduc fixa son interlocuteur avec perplexité. Serrant les poings, notre héroïne lui ordonna de partir. Soudain, la jeune fille aperçut la silhouette du prince dans l'embrasure de la porte. Le blond la regarda en silence. Les yeux rouges de son Altesse brillèrent de feu. Adrienne, seule, était assise sur les marches du kiosque du parc du château. La nuit. Elle-même ignorait comment elle avait réussi à s'échapper. Posant son visage sur ses paumes, la brune se demandait pourquoi le deuxième prince de Rhodes était là. Le moment où Noébian l'avait embrassé lui revint en mémoire. Des larmes amères coulèrent des yeux de la jeune femme. La brune trouva la force de repousser l'archiduc. Les jeunes gens échangèrent un regard intense. Noébian ne s'attendait pas à cela. Soudain, Adrienne aperçut la silhouette du second prince tout près. Elle regarda ses yeux rouges avec surprise. Il lui sembla qu'il la transperçait de son regard. La jeune fille se doutait bien qu'il avait tout vu. Notre héroïne ne voulait pas le croiser. Elle s'est donc enfuie.
Assise sur les marches de marbre froid du kiosque, la jeune fille essuya ses larmes amères avec sa paume. Elle comprit qu'elle devait repartir, mais elle n'en avait pas la force. Se couvrant le visage de ses mains, la brune sanglotait amèrement. Adrienne était perplexe. Pourquoi ne parvenait-elle pas à s'arrêter de pleurer? Soudain, son regard remarqua quelque chose d'étrange. Un de ses pieds était nu. La jeune fille réalisa qu'elle avait perdu une chaussure. Elle se souvint avoir demandé à Marge. Des bruissements dans les profondeurs du parc crispèrent la jeune fille. Elle scruta l'obscurité, à travers les arbres touffus. Le deuxième prince sortit vers elle dans la clairière. Le blond la regarda attentivement. Adrienne se leva des marches de marbre. Elle s'inclina. L'homme blond la regarda sans la quitter des yeux. Finalement, le jeune homme dit qu'il pensait qu'elle avait besoin d'aide. La jeune fille secoua la tête, affirmant qu'elle n'en avait pas besoin. Son Altesse, sans tourner la tête, appela Neil. Le chevalier s'approcha aussitôt du prince, lui tendant un objet. La jeune fille observait ce qui se passait, comme fascinée. Elle réalisa avec surprise que le blond tenait une chaussure à la main. La brune se souvenait de cet incident récent au cimetière, lorsqu'un inconnu portant un gilet ensanglanté l'avait appelée par son nom et lui avait demandé d'attendre. Elle s'était enfuie du cimetière. Elle ne voulait rencontrer personne. Et maintenant, il tenait dans ses mains la chaussure qu'elle avait perdue au cimetière. Son Altesse répondit affirmativement qu'elle avait besoin d'aide. Il demanda à Dame Acacia s'il se trompait. Debout avec un pied nu sur l'herbe verte du parc nocturne, la jeune fille pensait que le prince avait un tel visage comme s'il savait tout. Adrienne tendit les mains vers la chaussure. Elle remercia son Altesse et enfila aussitôt la chaussure sur son pied nu, sursautant maladroitement sur place. La brune voulait dire quelque chose, mais le prince l'interrompit. Le jeune homme remarqua qu'elle savait maintenant. Son Altesse pensa qu'ils devraient refaire connaissance. La jeune fille paniqua. Elle pensait qu'il savait tout, et qu'il voyait tout. Elle ne savait plus comment se présenter. Qui était-elle? Soudain, elle réalisa qu'elle se présentait comme l'amante de Noébian Trobic. La brune, regardant le prince dans les yeux, déclara avec assurance qu'elle était l'amante de Noébian Trobic. La jeune fille serra nerveusement le tissu de sa robe et déclara que désormais, elle ne voulait plus être seulement une maîtresse. La jeune fille se ressaisit. Elle sourit gentiment. Elle demanda avec coquetterie si elle avait vraiment l'air d'avoir besoin d'aide. Le blond s'approcha de la fille. Il répondit positivement. La brune portait des chaussures de couleurs différentes. Son Altesse continua d'insister. Il décida de poser à nouveau la question. A-t-elle besoin d'aide? Des cris retentirent dans la demeure blanche comme neige d'acacia. On interrogea la comtesse sur ses vêtements. On tenta de crier à la dame. Les servantes se tenaient devant les portes closes de la chambre. Elle ne savait pas quoi faire. Le clair de lune inondait la chambre de la jeune femme. Adrienne, vêtue d'une magnifique robe de bal, était allongée sur son immense lit. La jeune fille se souvenait que ses larmes ne cessèrent de couler. Adrienne pleurait tout le long du chemin. Les servantes devant la porte tentèrent de crier à la maîtresse. Elles s'intéressaient à ce qui s'était passé. Elles demandèrent si quelque chose lui faisait mal. Adrienne se retourna en silence. Elle ne voulait rien entendre ni dire pour l'instant. Elle se souvient des paroles de Noébian selon lesquelles il avait été très difficile pour lui de voir son proche devenir malade en phase terminale. Avec de la douleur dans la voix, se tenant la tête, le jeune homme lui demanda si elle savait ce que c'était. Dans le silence de sa chambre, la jeune fille réfléchissait à ce qu'elle ignorait. Elle se demandait si elle n'aurait pas dû dire qu'elle ne savait pas. Se couvrant le visage de ses mains, la jeune fille sanglotait sans retenue. Si seulement il pouvait lui dire ce qu'il ressentait. Il aurait mieux valu que Noébian dise honnêtement que c'était dur pour lui. Et s'il l'avait aimée, il n'aurait pas serré cette fille dans ses bras. Adrienne était perplexe. Devait-elle vraiment sortir avec lui comme Vli maintenant? Devait-elle vivre comme une ombre et se cacher? Comme Vli. La brune se souvenait clairement comment le prince lui avait demandé à nouveau si elle avait besoin d'aide. Rhodes, le deuxième prince? Il parlait comme s'il savait tout. Comme s'il la connaissait vraiment. La brune demanda comment le prince pouvait l'aider. La blonde demanda ce qu'elle voulait. Son Altesse avoua honnêtement qu'il ne voulait pas s'impliquer dans les querelles amoureuses. La brune se couvrit le visage de la main, désespérée. Rhodes a déclaré que la prochaine fois qu'il demanderait à la fille si elle avait besoin d'aide, il serait préférable d'être précis. Son Altesse insista pour que la jeune fille parle elle-même. Adrienne se demanda ce qu'il avait espéré. La jeune fille voulait comprendre qui il était. S'il l'aidait, que lui devrait-elle? La voix excitée de la jeune servante demanda si la maîtresse avait beaucoup mangé hier. Yona peigna les cheveux de sa maîtresse et lui raconta qu'elle ne savait pas du tout boire. Elle ajouta qu'ils étaient inquiets. La brune pensa que Yona avait peut-être remarqué ses vêtements et ses larmes pendant la nuit.
La jeune femme se sentit gênée, mais elle lui en fut reconnaissante. En parcourant les journaux du matin, la jeune fille cherchait à comprendre comment elle allait vivre désormais. Elle décida qu'elle devait quitter Noébiane. Par surprise, elle est tombée sur un article de journal concernant une compensation financière. Le texte promettait de la recevoir pour le client. Notre héroïne était ravie. Adrienne décida qu'elle devait divorcer du comte Acacia, obtenir une compensation et partir. La brune décida de chercher des informations dans les livres. Un livre intitulé « Pour les dames nobles divorcées » a attiré son attention. Notre héroïne a tendu la main vers le livre. La brune sourit joyeusement en regardant le livre. Elle pensa qu'il avait été laissé là exprès. Soudain, un livre à la couverture rose tomba de l'étagère. Yona se couvrit les yeux de ses mains et dit qu'elle ne voyait rien. Adrienne fixa la servante avec surprise. La servante expliqua qu'il s'agissait du journal intime d'une dame. Elle ne savait rien, car elle écrivait tout dans une langue étrangère. Yona trouvait cette dame si secrète. Adrienne était ravie de ce cadeau inattendu. Elle tenait le journal de Vli Akatsia. La brune, avec impatience, ouvrit le journal et fut surprise lorsqu'elle vit la langue dans laquelle il était écrit. Elle réalisa qu'elle détestait cette langue plus que tout au monde. La brune a demandé à son mari ce qu'il pensait du début des préparatifs d'un divorce dans un avenir proche. Dans la salle à manger, le comte et sa femme étaient assis de chaque côté de la table, tels des rivages lointains. La longue table était richement et généreusement garnie de mets variés. L'homme s'essuya lentement les commissures des lèvres avec une serviette et demanda au majordome de lui apporter quelque chose. Le serviteur s'inclina et apporta aussitôt ce qu'il demandait. Un document jauni était posé sur la table devant la jeune fille. La brune pensa qu'il l'attendait depuis longtemps. Le papier était déjà très usé. Après avoir parcouru rapidement le texte, la jeune femme fut surprise d'informer son mari que le document ne contenait pas de clause de compensation monétaire. Le comte toussa nerveusement. Il ne comprenait pas de quelle compensation financière il était question. La brune réalisa que si elle devait divorcer du comte, elle aurait besoin d'argent pour commencer une nouvelle vie. Le comte fut pris de sueur froide. Il demanda d'une voix étranglée combien sa femme en désirait. Notre héroïne sourit gentiment à son mari et lui suggéra d'être honnêtes l'un envers l'autre. Elle comprit que le mariage avait été conclu sur ordre de l'archiduc. La dot devait donc être considérable. Elle devait s'occuper de sa part. Le comte leva 2 doigts et demanda si cela suffirait à sa femme. La jeune fille resta silencieuse, se contentant de regarder attentivement l'homme. La main du comte tremblait tandis qu'il levait 3 doigts. Sa femme sourit et lui demanda de réfléchir aux bienfaits qu'il en tirerait. Le seigneur était perplexe. L'homme se demandait quel avantage il pourrait en tirer. La brune était très intéressée par ses pensées. La jeune fille pensa qu'il attendait peut-être une récompense de Noébiane, ou peut-être un repos bien mérité. Soudain, une lueur de compréhension traversa les yeux verts de la brune. Elle avait l'impression que le comte était trop mesquin. Adrienne tendit la main vers son mari. La jeune fille observa le comportement du comte. Il se comportait étrangement, comme s'il attendait une récompense. Soudain, la fille montra 5 doigts. La brune indiqua clairement que c'était le nombre qu'elle voulait. Le comte pâlit encore davantage face aux exigences de sa femme. Une goutte de sueur froide coula sur la joue de l'homme. Il fut forcé d'accepter. La brune apposa sa signature sur le document. Elle demanda si elle pouvait utiliser le titre de comtesse, si elle se rendait chez l'archiduc. Ayant reçu la signature tant attendue de sa femme sur le document, l'homme se réjouit. Il répondit par l'affirmative. Bien sûr, la jeune fille pouvait utiliser ce titre. Expirant brusquement, la brune ferma les yeux. Elle réalisa qu'elle avait fait le premier pas vers Noébiane. Adrienne se disait qu'elle avait un nouveau corps. Elle devait se concentrer sur sa nouvelle vie. Ressentiment, vengeance, elle devait être ferme. La jeune fille se souvint de leur dernière rencontre. Elle décida que la prochaine fois, elle dirait fermement à Noébiane, qui pensait que Vli lui appartenait. Au revoir. La brune lisait le journal de Vli Akatsia. Notre héroïne détestait cette langue depuis ses années à l'académie. C'était la langue élacon. Adrienne scruta les lettres. Elle porta la main à son front. Elle murmura que cette langue était de nouveau là. La jeune fille ne se souvenait de rien. En feuilletant les pages du journal de quelqu'un d'autre, mais tellement intéressant, la brune ne comprenait pas comment elle était censée le lire. Elle ne savait toujours pas exactement ce que Vli avait écrit dans son journal. Elle espérait que ce serait à propos de sa relation avec Noébiane. Adrienne savait qu'elle ne pouvait pas prendre le traducteur. Elle savait qu'elle devait apprendre les bases. Elle n'avait besoin que des bases, c'était juste un journal. La femme de chambre Yona fit entrer une desserte dans le bureau.
Elle suggéra à la dame de faire une pause. La brune demanda à la servante s'il y avait eu des nouvelles du professeur Elacon. Yona répondit qu'il ne l'avait pas encore fait. La dame devint triste. La servante tenta de la calmer en lui disant qu'il viendrait certainement. Après avoir offert du thé à la dame, Yona demanda si l'archiduc lui avait envoyé quelque chose. La brune regarda la servante avec perplexité. Puis son regard se posa sur l'enveloppe, scellée à la cire rouge. Ce matin, une robe est arrivée au manoir Acacia avec une invitation. Notre héroïne n'a pas voulu la voir et l'a évitée toute la matinée. Prenant le message, la jeune fille réalisa qu'il venait de l'archiduc Trobic. La brune tenait une invitation de Noébiane. Remarquant que la dame s'était repliée sur elle-même, Yona murmura qu'elle quitterait alors la dame. Adrienne fixait le vide d'un air pensif. Elle ne pouvait plus l'ignorer. Finalement, en dépliant la lettre, notre héroïne découvrit une écriture familière. Elle était invitée à un banquet pour l'anniversaire de l'archiduchesse Adrienne Trobicki. La brune fixait l'invitation avec perplexité. Elle était surprise d'être invitée à une fête d'anniversaire. Lors des funérailles, tous souhaitaient se rassembler pour honorer sa mémoire et ses services. Puis, une demande polie fut faite pour venir rendre hommage à la duchesse Trobicka. Noébiane insistait sur le fait que tout cela était pour sa défunte épouse. Après tout, elle vivrait toujours dans leur cœur. Adrienne fut choquée par ce message. Elle se demanda comment on pouvait fêter l'anniversaire d'une personne décédée. À chaque ligne, tout semblait de plus en plus absurde. L'événement devait avoir lieu chez l'archiduc. Les vassaux ne pouvaient pas le manquer. Et le comte disparut dès qu'il vit l'invitation. Alors Vliet devait être là. Parcourant à nouveau les lignes du regard, la jeune fille pensa que c'était quelque chose sur lequel on ne voulait généralement pas attirer l'attention. Noébiane aimait-il vraiment ça? La brune se sentait étrange. Elle commençait à penser qu'il aimait susciter des rumeurs et des discussions. Notre héroïne pensait que son mari attentionné, l'archiduc Trobicka, était devenu fou après la mort de sa femme. Il organisait une fête en l'honneur du défunt. La jeune fille se demandait s'il faisait ça pour Adrienne. La brune soupçonnait qu'il avait appelé Vli pour une raison. Ses yeux verts brillèrent. La jeune fille prit une décision, pensant que tout le reste n'avait aucune importance. Elle décida d'accepter l'invitation de Noébiane. Lors de la soirée en mémoire de l'archiduchesse Trobicka, tous les invités étaient à nouveau vêtus de vêtements de deuil. Yona regarda sa maîtresse avec un air dubitatif. Elle lui demanda si elle pouvait au moins prendre un châle. Elle a insisté sur le fait qu'il s'agissait, après tout, d'une soirée en mémoire de l'archiduchesse Adrienne Swan-Trobic. La brune était charmante et audacieuse. Sa robe écarlate ouverte ternissait la couleur porcelaine de sa peau. Ses yeux émeraudes brillaient sur son beau visage. La jeune fille qui entra dans la salle était très différente des autres personnes présentes. Les gens commencèrent à chuchoter, discutant de sa tenue. La brune rougit de gêne. La jeune fille pensa que c'était une veillée funèbre. Une veillée funèbre. La jeune fille était perplexe. Après tout, l'invitation parlait clairement d'un anniversaire. Notre héroïne se retrouva sous le regard attentif de tous. Adrienne, la tête haute, décida qu'il fallait qu'elle disparaisse. Elle avança lentement sur le tapis. Soudain, l'archiduc Trobicka apparut sur son chemin. L'homme descendait l'escalier. Il affichait un sourire malicieux. Il était heureux de la rencontrer. Regardant attentivement l'invité, la brune remarqua l'arrivée de l'épouse de son fidèle vassal, la comtesse Acacia. Mais personne ne la salua. Notre héroïne était furieuse. Elle se demandait mentalement quel genre de créature était ce Noébien. J'étais perplexe quant à la raison pour laquelle il avait invité Vli, et avait même menti, en disant que c'était un banquet en l'honneur d'un anniversaire. L'homme lui a même envoyé cette magnifique robe à porter au banquet. Nerveusement, la brune répondit qu'elle ne savait pas que l'atmosphère serait aussi sérieuse. On lui avait assurément dit que ce serait une fête d'anniversaire. La brune a exprimé sa compréhension du fait que la jeune fille n'était pas encore habituée à la vie sociale de la capitale. Il lui suggéra que si elle ne s'y opposait pas, il lui donnerait quelque chose à mettre dans la garde-robe de sa femme. La brune rit intérieurement. La jeune fille comprit que c'était une ruse, pour que l'archiduc puisse se retrouver seul avec Vli. Adrienne remercia poliment le propriétaire de la maison. Le brun lui montra la direction de la main et lui demanda de la suivre. Noébiane laissa retomber sa main sous la taille de la comtesse. Il appela le majordome. Il ordonna au serviteur de s'occuper d'abord de la femme du comte Acacia. Le majordome répondit qu'il comprenait son maître. Soudain, la peur parcourut le corps de la brune. La jeune fille reconnut cet homme. Il ne protégeait pas Adrienne et se contentait d'observer de côté. C'était Gaspard, le majordome du manoir Trobic. L'homme proposa à la dame de s'appuyer sur son coude. Il lui demanda de l'accompagner.
Le majordome conduisit la dame dans un appartement spacieux. Il demanda à la comtesse Acacia de l'attendre un moment. La jeune fille s'installa sur un canapé moelleux. Elle poussa un soupir de soulagement lorsque le serviteur quitta la pièce. La jeune fille se leva brusquement de son siège et réalisa qu'elle n'avait plus le temps de se reposer. La brune se souvint qu'il y avait certainement là des bijoux qu'elle avait apportés de la maison de ses parents. Se déplaçant rapidement dans l'appartement, la jeune fille s'approcha de la commode. Elle décida de tout faire vite avant l'arrivée de quelqu'un. Elle saisit la poignée et tira l'étagère vers elle. Puisqu'elle était arrivée jusqu'ici, elle devait prendre tout ce qui pouvait l'aider. Un regard confus fixait la boîte à bijoux vide. La jeune fille se demandait où ils étaient tous passés. Elle se souvenait du collier dont elle avait hérité. Il y avait aussi d'autres bijoux. Il n'y avait plus rien maintenant. Adrienne imaginait les servantes portant ces bijoux. Elle supposait que c'était sans doute leur travail. La brune tremblait de colère. Elle serra les poings. Elle décida qu'elle prendrait au moins les bijoux restants. Notre héroïne comprit qu'ils lui appartenaient à l'origine. Mais elle tremblait, comme si elle volait. Après avoir rapidement caché les bijoux restants dans les plis de sa robe, la jeune fille se rendit sur place. Elle réussit à s'asseoir sur le canapé moelleux à temps. L'instant d'après, la porte s'ouvrit et deux jeunes hommes entrèrent dans la pièce. Noébian demanda au majordome de sortir pour accueillir les invités. Gaspard fut d'abord surpris par les paroles du maître. Réalisant rapidement ce qu'il devait faire, il s'empressa de prendre congé et d'exécuter l'ordre de l'archiduc. La brune et Adrienne se retrouvèrent seules dans une pièce spacieuse. L'archiduc tenait un châle noir dans ses mains. Le jeune homme montra l'objet à la jeune fille et s'approcha pour l'aider à le mettre sur ses épaules. Se retrouvant derrière la brune, le jeune homme la serra dans ses bras. Il murmura le nom de Vlia comme un fou. La brune avait le sentiment que cette femme était définitivement son amante. L'invité aux yeux verts bégaya légèrement et demanda pourquoi il avait fait ça. Elle réalisa que cet homme ne l'avait jamais serré aussi fort dans ses bras. Adrienne tremblait de tension. Elle demanda pourquoi l'homme avait dit que c'était son anniversaire et lui avait envoyé une telle robe. La jeune fille ne savait pas quoi faire. Elle avait envie de pleurer. La brune répondit qu'aujourd'hui, c'était bien l'anniversaire de sa femme. Adrienne se ressaisit. Si elle pleurait ici, cela pourrait paraître étrange. La jeune fille se tourna vers son interlocuteur. Elle lui rappela qu'il était écrit dans le hall qu'il s'agissait d'un banquet commémoratif. Un homme a admis que s'il avait organisé une fête d'anniversaire pour sa femme décédée, tout le monde l'aurait pris pour un fou. Il serra la jeune fille fort par les épaules, tirant sur le châle. Il dit que c'était pour ça qu'ils feraient la fête rien que tous les deux. La brune lui demanda d'arrêter. Le châle glissa lentement de ses épaules et tomba comme une tache noire sur le sol aux pieds de la fille. La brune tenta d'arrêter l'homme. Elle craignait que si les choses continuaient ainsi, il puisse retrouver les bijoux qu'elle avait volés. Pour garder son interlocuteur à distance, la jeune fille décida de faire comme Vli. Elle exigea de voir la chambre de l'archiduchesse. Adrienne sourit avec coquetterie et dit que la chambre de l'archiduchesse serait bientôt la sienne. Elle aimerait donc le faire là-bas. Noébian accompagna l'invité dans la chambre de l'ex-femme. La brune demanda si elle pouvait ouvrir la commode. L'homme n'y objecta pas. S'enveloppant dans un châle noir, la jeune fille pensait fébrilement à ce qu'elle dirait si elle était la vraie Vli. Elle savait que ce devait être quelque chose de léger. Comme si ce n'était rien de spécial. Sans se tourner vers l'archiduc, la jeune fille dit qu'elle avait entendu dire que toutes les dames nobles gardaient leurs bijoux préférés dans leur chambre. La jeune fille essayait de se comporter comme une dame qui aimait le luxe. Elle remarqua que l'archiduchesse ne semblait pas faire partie de ce genre de personne. La brune regarda autour d'elle et dit qu'elle voulait regarder un peu. Mais il n'y avait rien. Noébian sauta immédiatement de son siège et demanda avec surprise ce qu'elle voulait dire. Il s'est approché de la fille, essayant de comprendre pourquoi elle disait qu'il n'y avait rien là. En regardant la boîte vide, l'homme fut pris de court. Noébian s'exclama, stupéfait. Il n'arrivait pas à y croire. C'était impossible. Le cri indigné du gentilhomme qui appelait Gaspard résonna dans tout le manoir. Les servantes avançaient rapidement dans les couloirs du manoir. Les filles discutaient tranquillement entre elles de la façon dont cela avait pu arriver. Elles disaient que cette femme était venue. Ils parlaient de la maîtresse de l'archiduc qu'ils cachaient. Ils étaient surpris que l'un d'eux n'ait pas entendu parler d'elle par le majordome. Les filles entrèrent dans la pièce. Tout le monde fixa la brune, perplexe. Une servante poussa un cri de surprise, appelant la maîtresse de maison. Gaspard porta rapidement son doigt à sa bouche. Il ordonna à la servante de surveiller sa langue. La servante était couverte de sueur collante. Elle se demandait comment cette femme pouvait être si semblable à l'autre. La femme grossière se rappela soudain avec quel dédain et quelle grossièreté elle avait traité sa maîtresse malade. Adrienne se sentait mal à l'aise. Elle observait Gaspard et les servantes.
Le majordome dit qu'il était venu dès que son maître l'avait appelé. Noébian était perplexe. La brune lui saisit la tête. Il n'arrivait pas à imaginer qui osait toucher aux bijoux de sa femme. Les servantes regardèrent le sol. Leur maître leur annonça qu'il y avait un rat dans la chambre de l'archiduchesse. Gaspard rapporta qu'ils avaient fini de fouiller les quartiers des servantes. Mais ils n'avaient rien trouvé. Soudain, une brune intervint dans la conversation. La jeune fille suggéra qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas encore examinées. Par exemple, les vêtements.